Notre dernière conférence de la journée, et non la moindre, le comité organisateur a voulu interpeller Dr Bélanger autour d'un enjeu qui les préoccupait particulièrement, qui est extrêmement d'actualité, autour de tout ce qui est anxiété, qu'on a l'impression qu'il se multiplie partout, la préservation de la santé mentale, de l'équilibre de nos familles, des parents, des enfants. Donc, ils ont fait appel à Dr Bélanger, qui est pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est médecin conseil de la direction de santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches, qui est membre de la clinique de développement des sites de Chute-Chaudière et de Nouvelle-Beauce, qui est aussi formatrice et instigatrice de nombreux projets, toujours axés sur la santé des 0-5 ans. Vous avez dans votre cahier du participant là, une description plus détaillée de tout le curriculum impressionnant de Dr Bélanger. Donc, à travers son parcours professionnel, qui a toujours été plus engagé auprès des enfants de 0-5 ans, cet après-midi, elle va aborder avec nous un enjeu qui nous préoccupe tous, la santé mentale de nos parents et les impacts sur la vie des jeunes. L'objectif, c'est de l'entendre, d'aller chercher des pistes d'action et aussi de s'assurer que nos interventions ne nuisent pas et pas d'impact négatif auprès de nos familles. Et je vous invite, tout comme les autres conférenciers, à toujours utiliser votre grille d'écoute active dans votre cahier pour prendre note et puis vous allez pouvoir avoir une période d'échange et de questions avec Dr Bélanger à la suite de sa présentation. À vous la parole. Alors, bon après-midi tout le monde. Merci pour cette élogieuse présentation qui est plus impressionnante que la vraie vie. Donc, je suis là pour vous parler de santé mentale. Je pense que je serais plus à l'aise avec un micro à main. Ça marche. Bon, écoutez, nos collègues ont mis la marche très haute. Et moi, je parle plus vite que mon ombre. Donc, je suis la look et look de la présentation. Fait que à cette table-là, il y a un monsieur qui a une chemise carottée il a comme mandat de me faire ça si je parle trop vite. OK? Donc, c'est ça. À la fin de la présentation, vous saurez pourquoi Dr Lemay dit que l'insécurité puis l'anxiété, après tout, c'est très bon. Donc... Alors, merci au comité organisateur d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait confiance. Je pense qu'à titre de pédiatre, ce que je peux apporter, c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous vivez, c'est-à-dire que les gens viennent pas me voir pour leur santé mentale. Les parents viennent pas me voir, moi, pour leur santé mentale. Ils viennent me voir pour un besoin de leur enfant ou pour s'assurer que leur enfant n'a pas de besoin qui n'aurait pas été démasqué. Et des fois, je me trouve dans une situation où je pense que c'est pertinent qu'on aborde ce sujet-là avec eux. Et eux, je ne sais pas s'ils pensent que c'est pertinent au premier abord. Donc, cette présentation-là ne sera pas un guide de diagnostic ni un guide de traitement, parce que vous comprenez qu'en 40 minutes, je ne peux pas vous donner la santé mentale at large. C'est un mandat impossible comme celui que vous avez proposé à Dr Lemay tantôt. Donc, c'est plutôt donc un guide général sur des grands enjeux, des idées pour vous faire réfléchir à vos tables, pour vous guider dans votre réflexion. Puis, j'ai essayé de rendre ça concret. Donc, il y a certains trucs là-dedans qui pourraient vous être utiles. Donc, alors, les objectifs de la présentation, c'est évidemment de préciser, on parle de quoi quand on parle de défis périnataux? Qu'est-ce qui a un impact potentiel sur la santé mentale? C'est quoi les signaux d'alarme? Alors là, si je ne pouvais pas vous parler de 15 conditions de santé mentale, donc on est plutôt allé par des signaux d'alarme versus une problématique chez l'adulte ou chez le nouveau-né ou chez le nourrisson de moins d'1 an. Ensuite, on va parler des enjeux de ces situations de santé mentale-là dans la vie des enfants, puis on va essayer de susciter une réflexion pour vous guider dans les actions qui sont déjà en place, comment on pourrait les bonifier. Fait que le plan de la présentation, c'est qu'on va parler des défis périnataux, on va parler de la parentalité, on va parler de quelques définitions, on va les nommer, ces signes d'alarme-là, puis on va parler de stress toxique. Dans votre pochette, vous avez une feuille à ce sujet-là, je vous dirai quand la sortir. On va parler d'un trouble de santé mentale en particulier qui est la dépression périnatale et on va parler ensuite de votre rôle puis de comment aborder ce sujet-là sur une base individuelle quand la situation se présente. Donc, au niveau des défis périnataux, comme vous le savez, il y a tout ce qui se passe dans notre esprit comme parents
à un niveau inconscient, à un niveau conscient. Moi, évidemment, je suis allée un peu plus dans le concret, c'est-à-dire que les préoccupations anténatales, bien, elles sont nombreuses. Puis il faudrait vraiment très mal connaître la périnatalité pour ne pas savoir à quel point les parents se posent 1 million de questions. Et ils se posent des questions très concrètes aussi sur la douleur qu'ils vont ressentir au moment de l'accouchement, sur l'allaitement, sur la possibilité pour eux d'y arriver, de vivre une période périnatale agréable, les ressources matérielles que ça va demander, puis tout ce qui implique la famille élargie, les conseils qu'on reçoit d'un peu tout le monde. Tout ça, ça peut être des choses très positives, mais ça peut aussi constituer des facteurs de risque de stress. Puis, ben, un coup qu'on accouche, ben, les facteurs de stress, ils disparaissent pas totalement parce que là, l'accouchement en soi, c'est un feu d'artifice endocrinien, OK? Donc, il y a 4 hormones extrêmement puissantes qui ont de magnifiques vertus qui entrent en branle, comme l'oxytocine, comme les endorphines, comme l'adrénaline, puis évidemment, on l'espère, la prolactine. Donc, ces hormones-là se combinent et ont des effets incroyables dans notre corps qu'en général, on n'a jamais connus, à part l'oxytocine, on vous le souhaite le plus souvent possible. Donc, l'oxytocine qui est une hormone dégagée lors des relations sexuelles. Bon. Donc, l'accouchement, dans le fond, ben, il peut des fois pas arriver au moment où on pensait qu'il arriverait. Fait que quand il y a une situation de prématurité, déjà, pour tout le monde, c'est difficile. Qu'il y ait un problème de santé mentale ou pas, c'est une fenêtre à risque. Il y a de la grande douleur, il y a des grands bonheurs, il y a du manque de sommeil, il y a de la fatigue, il y a aussi de la réorganisation dans le couple, puis trouver un parent qui ne trouve pas qu'il manque un petit peu de temps pour soi. Tout ça, ben, c'est toutes des situations qui peuvent nous mettre plus à risque de difficultés sur le plan de la santé mentale, mais c'est aussi une source de grand bonheur. 24% des parents disent dans l'enquête Perspective Parents qu'ils ne sont pas ou jamais ou rarement soutenus par leur entourage. Ça veut dire que un couple que vous rencontrez sur 4, ben, il a l'impression qu'il n'y a pas grand monde autour de lui. Donc, si vous posez la question si vos interventions sont importantes et utiles, bien, je pense que c'est assez clair que oui. Dans le fond, là, j'avais des diapositives sur le rôle du père, mais je trouve que Dr. Lemay a très bien couvert le sujet, donc je les ai supprimés. Mais j'aimerais vous parler un tout petit peu de prématurité parce que la prématurité amène des besoins particuliers. Hein. Le parent vit quelque chose de spécial dans ce temps-là parce que tout se passe à un moment où il n'y avait pas prévu que ce serait là. Et ça génère du stress, de l'inquiétude, un sentiment parfois de culpabilité, puis ça sollicite beaucoup les ressources en adaptation. Puis ben pour certaines personnes, de voir un petit bébé connecté de partout, puis de nous voir, nous autres, les équipes médicales, poser des gestes sur leur bébé, de crainte de manière aiguë pour la vie de l'enfant, ça peut amener même un certain niveau de traumatisme puis de stress post-traumatique. Évidemment, il y a beaucoup d'espoir. Quand la prématurité est vraiment la petite prématurité, ben là, il y a parfois des longues périodes et parfois du découragement. Fait que les parents, de quoi ils ont besoin? Ben, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on nomme que ce qu'ils vivent, c'est normal que ce soit un passage difficile, qu'on va être là pour eux. Puis, ils ont besoin de pouvoir participer dans les soins de l'enfant parce que ce bébé-là, c'est à eux. Et ils ont besoin de pouvoir créer un lien avec l'enfant. Donc, créer un lien, bien, l'allaitement, le pot à pot, le fait de pouvoir donner tous les soins possibles à leur nouveau-né, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête. Puis ce que ça change pour le bébé, bien, c'est énorme. Dr. Lemay l'a abordé aussi. Le bébé, lui, il n'a jamais connu tout ce qu'il va vivre sur le plan sensoriel à un moment où son cerveau n'est pas tout à fait prêt à vivre ça. Alors, tout ce qui est le son, le toucher, les odeurs, les bruits, c'est quelque chose que nous, dans les unités cliniques, on essaie maintenant de ne pas pousser la surcharge sensorielle des bébés parce que ça va amener évidemment des perturbations au niveau endocrinien, au niveau des hormones de stress. Puis le bébé, bien, il a besoin de peau à peau. Il a besoin de, si possible, recevoir le lait de sa maman, pas juste pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons d'attachement. Donc, c'est ça. Puis, ben, je voulais glisser un mot, même si j'ai supprimé les diapositives concernant le rôle du père, c'est pas parce que c'est pas super important. Puis, vous avez bien compris tantôt que toutes les personnes autour de l'enfant, en particulier ceux qui se lèvent la nuit, ben, ils ont des bonnes chances d'être des partenaires très importants dans la vie de l'enfant. Puis, on est en 2018, les figures d'attachement, ça se définit plus de la même façon. Puis, ben, il y a aussi une évolution sociétale, puis une place humaine et tout à fait adéquate qui est faite aux couples de même sexe.
Et la réalité, c'est qu'en 2016, ben, même dans les statistiques officielles, ben, il y a quand même 1% de couples d'homoparentalité. Puis, parmi les couples de même sexe, il y en a 1 sur 8 qui rapportent avoir un enfant. Ça, c'est évidemment les couples rapportés au recensement de 2016, parce qu'il y a évidemment des couples de même sexe qui ne se rapportent pas eux-mêmes. Donc, je voulais être sûre de ne pas omettre de nommer que le développement des enfants qui vivent auprès de parents de même sexe est identique et tout à fait aussi adéquat, ainsi que leur santé. Donc, autant il y a des choses très anciennes qui peuvent des fois rester dans la tête des grands-parents, autant c'est important que nous, on le sache, que ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'attachement, c'est les opportunités qui réduisent les stresseurs, puis qui permettent aux gens d'avoir des ressources dans leur communauté, puis une reconnaissance de leurs droits personnels. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup la mode des pratiques parentales positives. J'imagine que vous avez entendu parler de ce terme-là. Les pratiques parentales positives, ben, ça regroupe un certain nombre de choses. Le courant très, très à la mode aux États-Unis, c'est l'approche triple P. Puis dans cette approche-là, il répertorie 5 principes qui sont extrêmement importants. Je m'en vais tranquillement vers la santé mentale puis ses enjeux parce que j'aimerais soulever à quel point ça peut parfois être plus complexe pour une personne qui rencontre des défis de santé mentale de créer un environnement sécuritaire puis intéressant pour l'enfant, d'avoir un environnement qui est propice à l'apprentissage, d'avoir une discipline qui est positive, d'avoir des attentes réalistes puis de prendre soin de soi comme parent. OK? Ça, ce seraient les 5 grands alignements dans la disponibilité parentale puis dans les pratiques parentales qu'il ne faudrait surtout pas omettre d'après triple P qui découle du CDC, qui découle de plusieurs programmes fédéraux aux États-Unis. Dans triple P, ils ne se rendent pas vraiment à la période périnatale, fait que moi, j'ai décidé d'inventer, j'ai décidé de vous en proposer des pratiques parentales positives périnatales. Puis là-dedans, ben, il y a le pot à pot, il y a l'allaitement, il y a la cohabitation immédiate sur les unités néonatales puis dans les autres contextes de vie. Il y a le fait de se donner le temps de faire connaissance avec notre bébé, le temps de faire connaissance aussi avec notre conjointe qui est devenu papa, qui est devenu maman, le fait de prendre le temps de se regarder comme coéquipier, de parler de comment on veut que ça se passe, de s'entourer d'un bon réseau de support, puis aussi faciliter les liens avec la fratrie. Puis, ben, ce matin, on en a parlé aussi, les liens avec les grands-parents, toute la gestion de ça. C'est important que ce soit adressé avec ouverture, puis que ce soit quelque chose qui est dans la conscience du parent. OK? Donc, puis pourquoi on parle de ces pratiques-là? C'est parce qu'on veut essayer de pouvoir agir tôt. Pourquoi on veut agir tôt? Bien, c'est parce qu'on veut faire la promotion d'un attachement sécure, puis si on tient compte de différents défis que les parents rencontrent, bien, on a plus de chances que ça puisse survenir. Des fois, on parle beaucoup des problèmes, puis des défis, puis de toutes les choses qu'il faut faire, mais la notion de vivre du bonheur en famille, puis de réduire le mieux possible les stress toxiques est très importante, puis on va y revenir. On fait tout ça parce qu'on veut diminuer les impacts, entre autres, sur le cerveau de l'enfant qui est en plein développement, qui est en train de créer des connexions, qui ont rapport avec les émotions. Puis ces connexions-là, ils n'auront pas 20 ans pour s'établir. On veut aussi réduire, évidemment, les plus grands risques, ceux causés par les situations d'adversité. Donc, se donner une définition de la santé mentale me semble nécessaire à ce moment-ci. La santé mentale, c'est quoi? Alors, la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être. Un état de bien-être dans lequel une personne va être capable de réaliser ses rôles sur le plan social, de se réaliser, de surmonter les tensions du quotidien, d'accomplir un travail productif, ce qui pour un enfant pourrait vouloir dire de jouer, d'explorer le monde, puis de contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé. Je suis sûre que vous êtes tous au courant. Donc, la santé mentale, ce n'est pas que l'absence de troubles mentaux, OK? Et, évidemment, la santé mentale n'est pas déterminée que par l'hérédité ou l'environnement, mais bien aussi par toutes sortes de situations sur le plan socio-économique. Donc, puis la santé mentale, puis un trouble de santé mentale, c'est pas la même chose. Donc, un trouble de santé mentale, c'est une situation où il y a un état de santé avec du dysfonctionnement au niveau de la pensée, au niveau du comportement, au niveau de l'humeur, parfois au niveau du jugement. Et ça, ce dysfonctionnement-là, bien, il est entouré d'une certaine détresse. OK? Et puis, pour les troubles de santé mentale, si on avait voulu aborder les 10 plus fréquents aujourd'hui, là, bien, ça aurait pris 2 heures. OK? Donc, j'ai choisi de plutôt vous donner quelques pistes plus générales.
Donc, vous savez sûrement que dans les enquêtes, dont l'enquête de la surveillance des troubles mentaux du Québec, là, la plus récente, bien, il y a une personne sur 4 qui dit vivre un niveau de stress très élevé. La prévalence des troubles de santé mentale, c'est environ 20 % de la population. 20 %, c'est une personne sur 5, OK? Une personne sur 5, mais dont la moitié consulte. Les statistiques, là, vraiment, au niveau de la RAMQ, rapportent que c'est 12 % des gens qui ont déjà eu dans leur vie un diagnostic de troubles de santé mentale. Et là-dessus, bien, il y en a 65 % de ce 12 %-là, soit 7,5 % que les difficultés sont au niveau de l'anxiété ou de la dépression. Et chez les moins de 20 ans, les statistiques ont doublé dans les dernières 10 années et c'est aux dépens surtout de la condition de trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Très important à retenir, la moitié des troubles mentaux commencent avant 14 ans. OK? Ça veut dire que les parents que vous rencontrez aujourd'hui, bien, s'ils sont dans le 12 % de gens qui ont eu un diagnostic, bien, il y a une chance sur 2 que ça fait depuis qu'ils sont adolescents qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent, puis qu'ils vivent ce qu'ils vivent sous différentes formes, avec différentes aides. OK? Et le 3/4 des troubles de santé mentale commencent avant l'âge de 22 ans. Donc, les parents, c'est pas parce qu'ils nous disent pas qu'ils ont rencontré des défis sur le plan de la santé mentale qu'ils n'en ont pas rencontrés. Évidemment, il y a des conditions qui peuvent survenir plus tard, mais c'est pas vrai que ça arrive juste à 30 ans. Vrai ou faux? Est-ce que la prévalence relative de l'ensemble des troubles mentaux dans Chaudière-Appalaches est la même que le reste du Québec? Est-ce que nous autres aussi, c'est autour de 12 %? Qui dit vrai à main levée? Qui dit faux? OK, vous pensiez qu'on était meilleur, hein? On n'est pas pire, on est comme le reste du Québec. OK? Donc, il faut se réjouir de ce qu'on peut. On a 11,5 % de personnes dans Chaudière-Appalaches qui, à l'âge adulte, ont présenté un trouble de santé mentale dans leur vie. Donc, comment on passe... Moi, j'adore cette photo-là. Je la regarde et j'ai envie de pleurer quasiment. Tu sais, c'est ça que les gens y espèrent de vivre. Tu sais, quand le bébé vient au monde, là, c'est à ça qu'ils ont hâte. En tout cas, une des choses qu'ils ont hâte. Puis des fois... Bien, même cette journée-là, là, ils ne se sentent pas bien. Des fois, ils sont sous l'effet d'une substance. Des fois, ils sont en train d'être traités pour une dépression. Des fois, ils vivent énormément d'anxiété parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir ce qu'il faut pour gérer la situation sur le plan financier ou s'ils vont avoir un réseau de support qui va être là pour eux. OK? Donc, là, on entre un peu plus dans le vif du sujet. J'ai choisi de vous parler des 10 signaux d'alarme chez les parents que je souhaiterais que tout le monde qui est ici aujourd'hui, même si votre mandat n'est pas en tout en santé mentale, que vous ayez ces signaux-là en tête, puis que lorsque ça arrive, que le parent vous ouvre une petite porte par un commentaire qu'il fait, par quelque chose qui vous rapporte, que vous puissiez aborder le sujet. Donc, les 10 signaux d'alarme, les 5 premiers sont quand même assez fréquents. La tristesse ou le retrait depuis plus de 2 semaines. La peur soudaine, le fait d'avoir des peurs envahissantes. Des changements drastiques d'humeur, de comportement, de personnalité ou d'habitude de sommeil. Tu sais, des fois, les gens disent hey, « je suis plus capable de dormir, on dirait que je ne sais plus dormir ». C'est vrai que ça peut arriver quand ça fait 3 mois que tu te réveilles aux 2-3 heures. Okay? Les difficultés intenses de concentration ou de l'agitation, puis les préoccupations qui nuisent aux activités quotidiennes. Ça, ce sont les 5 premières. L'organisme NAMI, c'est le National Alliance on Mental Health, puis c'est un organisme qui est relié au CDC puis qui est très connu aux États-Unis. Les 5 autres, bien, ils sont un peu plus peut-être évidents quand ils surviennent. Les tentatives de se faire du mal ou de s'enlever la vie. La prise de risque ou la perte de contrôle au niveau du comportement, le fait de cesser de manger, de se faire vomir ou de perdre ou gagner plein de poids. Le fait d'entendre, de voir ou de croire des choses qui n'existent pas. Puis, l'utilisation répétée de drogue et d'alcool. Donc, ce sont 10 situations d'alarme chez l'adulte qui sont répertoriées. Puis moi, je vous en propose 10 autres, qui sont les 10 signaux d'alarme à ne pas omettre d'identifier chez un enfant de 0 à 1 an. Puis c'est directement en lien avec ce que Dr Lemay vous a présenté ce matin. Donc, on ne parle pas de diagnostic de troubles de santé mentale pour ces enfants-là. Là. On parle d'indices qu'on doit se préoccuper d'observer
et qui peuvent nous mettre, je dis bien peuvent, nous mettre sur la piste d'un problème émotionnel, OK? Donc, il y a le pauvre contact oculaire. Le contact oculaire, là, c'est la façon que le bébé regarde dans les yeux de son parent. Évidemment, on parle surtout du contact oculaire avec le parent, parce que si on est la première personne avec des lunettes bleues que l'enfant rencontre, ça se peut que ce ne soit pas avec nous qu'il y a le meilleur contact oculaire. L'absence de sourire, l'impression d'avoir un regard éteint, le fait de ne pas beaucoup faire de vocalises. Évidemment, on tient compte de l'âge développemental de l'enfant dans tout ça. Le fait de ne pas être apaisé par la voix du parent. Le fait que l'enfant ne se retourne pas à l'appel du parent. Évidemment, on parle d'un bébé de 2 mois et de plus. Le fait de ne pas porter à la bouche. On parle d'un bébé de 2 mois et plus. Le fait de ne pas explorer. Le fait d'avoir des difficultés de sommeil importantes, de l'irritabilité excessive ou des difficultés d'alimentation. Évidemment, si à chaque fois qu'un enfant avait un de ces signes-là, on concluait que le parent a un problème de santé mentale, on serait très, très à côté de la coche, là. Mais vous comprenez que ce sont quand même des signaux potentiels qui doivent nous amener à avoir envie de poser plus de questions, sans nécessairement dire aux parents qu'on s'inquiète de sa santé mentale. Bon, donc revenons à ce qu'il y a de spécial dans la pratique des gens qui travaillent en périnatalité, c'est que nous, dans le fond, parfois, le parent, il nous exprime un besoin, parfois, il ne nous en exprime pas, mais dans un cas comme dans l'autre, nous, il faut qu'on soit capable de créer le lien, créer une alliance ou, comme Dr Lemay l'a dit ce matin, créer un partenariat avec cette famille-là. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce que pas de lien, pas d'alliance, bien, pas beaucoup de chances que le parent nous dise comment il se sent. OK? Donc, au niveau de ce que vit le parent, bien, le parent, lui, déjà, s'il a une difficulté de santé mentale, ça se peut que ça fait longtemps qu'il y a des choses qui s'écroulent puis qu'il doit rebâtir tout le temps. Ça se peut que ce soit l'emploi, l'étude, ça se peut que ce soit juste faire vivre la maison, les tâches domestiques, ça se peut que ce soit ses interactions avec son propre réseau familial, ça se peut que ce soit sa vie sociale, puis ça se peut que ce soit tout, penser, ressentir, créer des liens, être proche des gens, se sentir bien, OK? Gagner sa vie. Puis c'est loin d'être tout le monde qui a des problèmes de santé mentale, qui va aller vers la violence, puis qui va avoir de l'impulsivité au point d'être un facteur de risque d'abus physique ou de maltraitance. Mais c'est une éventualité, puis le risque, il est là. Puis les impacts dans la vie de l'enfant, bien, c'est des impacts très sévères sur le plan de sa sécurité. OK? Donc là, on s'en va vers la feuille que je vous ai fait mettre dans votre pochette. Fait que si vous voulez la sortir, ça pourrait peut-être être bien. Ça, c'est le diagramme le plus clair que j'ai trouvé de ma vie. 20 minutes, OK. Ça, c'est le diagramme le plus clair. Je pensais qu'il me restait 2 minutes. J'ai vraiment eu des palpitations. OK. Il ne me reste pas 2 minutes, il me reste 20 minutes. Donc, ce diagramme-là, pourquoi je l'aime? Je l'aime parce qu'il va plus loin que la simple phrase de Yvon Deschamps qui dit « Mieux vaut naître riche et en santé que pauvre et malade ». Tu sais, très souvent, les gens, ils vont se contenter de dire « Ah, ben c'est sûr, il est pauvre, ben c'est sûr qu'il a plus de risque d'être malade. » Ou bien « C'est sûr, il a été battu quand il était petit, fait que c'est sûr qu'il a plus de risque d'avoir des troubles de santé mentale. » Mais c'est pas A, flèche, B, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, Dr Lemay vous a beaucoup parlé de l'importance de la résilience, l'importance d'avoir des opportunités de bonheur, des opportunités de cohérence. Puis moi, j'aimerais mettre en continuité les données plus psychodynamiques. Bon, je savais que j'aurais besoin d'un verre d'eau. Merci. Là, présentement, levez la main ceux qui capotent en voyant ma feuille. OK, c'est bon. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est que je trouve que ça nous aide à comprendre, puis ça nous aide à augmenter notre niveau d'empathie face à certaines situations d'adversité où est-ce que parfois on pourrait avoir l'impression que les gens y ont couru après leurs troubles, OK? Puis cette impression-là, ben, est jamais vraie. Fait qu'il vaut mieux se trouver un autre schéma de pensée, puis ça vous en propose un. Donc, l'adversité dans l'enfance, ce qu'on entend par là, c'est 10 situations que les Américains appellent les ACE, A-C-E, Adverse Childhood Experiences. Donc, les ACE, ce sont des situations de vie connues dans l'enfance qui sont très, très bien connues pour amener des conséquences sur le plan de la santé. Là-dedans, il y a l'abus émotionnel, physique et sexuel. Il y a les dysfonctionnements à la maison, puis on inclut là-dedans la violence conjugale, l'abus de substances,
les troubles de santé mentale parentale, la séparation parentale, l'incarcération d'un parent, la négligence sur le plan émotionnel et physique. OK? Donc, c'est clairement documenté par beaucoup d'études très sérieuses. Le CDC, là, c'est Centers for Disease Control aux États-Unis, il n'y a rien de plus sérieux que ça. Ils ont documenté que plus tu rencontres des situations d'adversité dans l'enfance, plus qu'il se passe vraiment des choses au niveau biologique et ça va t'amener des facteurs de risque majeurs. Puis c'est pas juste parce qu'en plus, tu es pauvre, puis c'est plus complexe que ça un petit peu. Donc, mettons qu'il arrive une situation d'adversité dans ton enfance. Toi, comme enfant, tu as des prédispositions génétiques, OK? Donc, dans ton bagage génétique, il y a une part de celui de tes parents qui, eux-mêmes, leur bagage génétique a été influencé par ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, quand tu vis dans une situation d'adversité, tu sais, l'aspect transmission intergénérationnelle, là, c'est pas juste les habitudes de vie qui se transmettent, c'est vraiment au niveau de l'activation de certains gènes dans les chromosomes de chacune de nos cellules, OK? Je vous explique à l'instant comment. Mais avant ça, je veux vous dire que face à toute situation d'adversité, ce qui compte énormément, c'est les facteurs de résilience, les sources de résilience d'un côté, puis de l'autre côté, les sources de vulnérabilité. Fait que nous, tous ici, on peut faire partie des acteurs qui ont une influence sur ces sources de vulnérabilité-là, puis ces sources de résilience-là. Donc, du côté de la résilience, bien, il y a tout ce qui est le soutien socio-économique, les habiletés qu'on peut essayer de favoriser chez les jeunes enfants, puis les comportements adaptés qu'on leur permet, dans lesquels on les soutient. Puis dans ces choses-là, bien, il y a tout ce qui est au niveau soutien socio-économique, le côté social, bien, il y a la base de sécurité que représente l'attachement sain. Il y a l'allaitement, il y a les interventions nutritionnelles, il y a la sécurité alimentaire. Puis, tout ce qu'on fait de bien au niveau des environnements, ça vient contribuer à cette résilience-là. De l'autre côté, il y a les sources de vulnérabilité, dont les environnements qui peuvent être parfois pas favorables et les stress chroniques qui peuvent donner, exemple, chez un petit bébé, un petit poids à la naissance, mais aussi la qualité du réseau de soutien, les retards de développement, les pratiques parentales pas adéquates, les comportements inadaptés qui se répètent dans le temps. OK? Donc, on a tous dans notre vie une balance de l'un et de l'autre, et puis ça va amener dans nous un certain niveau de stress physiologique. Le stress physiologique, dans le fond, il se divise en 3 catégories. Il y a le stress positif que nous autres, puis toutes nous autres, on a tous vécu, puis qu'on va continuer de vivre toute notre vie. Comme Dr. Lemay disait tantôt, ça prend un petit peu d'adversité pour construire la beauté d'une vie, puis il n'y a pas d'égratignure, dans le fond, ben tu te construis pas de la même façon que si tu en rencontres. Donc, le stress positif, ben on peut dire que c'est peut-être des petites poques, des petits bleus, OK? C'est pas des plaies ouvertes ni des fractures. C'est des stress qui sont rares, qui sont légers, qui sont de courte durée, puis que comme autour de l'enfant, il y a des choses qui servent de tampon pour tamponner ce stress-là, bien, ça va, en bout de ligne, être juste un bon stress qui a permis de construire sa propre résilience. OK? Le genre de choses qui peuvent servir de tampon, c'est de la disponibilité parentale, c'est du temps de qualité, c'est de l'écoute attentive, c'est toutes les belles qualités que Dr. Lemay mentionnait tantôt. Ensuite, il y a le stress tolérable. Le stress tolérable, il est plus fréquent, il est quand même plus ardu à vivre, il peut être modéré à sévère. Et puis, celui-là aussi, on va arriver à le surmonter grâce au pouvoir tampon de tout ce qui se vit autour de nous de positif. Mais, puis en bout de ligne, ça va avoir été gros dans notre vie, mais ça ne laissera pas de conséquences prolongées. Là-dedans, on peut mettre, mettons, le deuil d'un grand-parent, la séparation parentale, des situations de vie plus lourdes à vivre, mais par laquelle la majorité des gens passent en survivant bien. Puis finalement, il y a le stress toxique. Le stress toxique, c'est le stress qui est fréquent, qui est prolongé, qui est sévère, puis pour lequel on n'arrive plus à avoir assez de tampons pour retrouver l'équilibre. Et ce stress-là, lui, il va amener des changements. Quel changement il va amener? Il va amener des changements directement au niveau de la structure du cerveau, qui est en plein développement et qui va venir être modifié dans ses connexions neuronales. Okay? Les connexions entre nos neurones, c'est quelque chose qui est impacté par les hormones de stress, comme le cortisol puis l'adrénaline. Okay? Puis, quand la connectivité neuronale est modifiée, bien, ça peut être l'architecture du cerveau au complet qui est modifiée. Comprenez-vous que ce n'est pas juste parce que ça occupe les pensées de l'enfant de vivre de l'adversité que plus tard, il va peut-être avoir de la difficulté à surmonter certains enjeux. C'est vraiment biologiquement,
dans son cerveau, là, il y a des connexions qui se sont faites différemment. Fait qu'en plus que certaines choses soient difficiles dans son organicité, dans l'organisation de son cerveau, bien, il y a des choses qui sont un peu fragilisées. OK? Et certaines de ces choses-là sont réversibles, certaines de ces choses-là le sont moins. OK? Donc, le type de changement que ça va amener, bien, c'est des changements dans l'apprentissage, des changements dans les comportements, puis des changements même au niveau de la physiologie. Parce que dans le fond, les réponses de stress, ils vont être toujours hyper activées, ou soit très, très activées, très forte réaction de stress, ou chroniquement, tout le temps un petit fond de stress. Puis tous les aspects de l'apprentissage peuvent être atteints et les comportements vont être modifiés souvent parce que un être humain, ça essaie de trouver des solutions pour retrouver l'homéostasie. OK? L'homéostasie étant l'équilibre de nos différentes fonctions dans notre vie. Alors, en bout de ligne, on se retrouve avec des répercussions sur le développement, mais aussi des répercussions sur les trajectoires de vie. Fait que, tu sais, le lien entre vaut mieux venir au monde riche et en bonne santé que pauvre et malade, là, c'est pas mal plus compliqué que ce qu'on pourrait penser juste d'instinct. Puis oui, c'est vrai que là, quand on a eu le stress toxique en quantité élevée puis en fréquence élevée, là, c'est des fractures qu'on va avoir. C'est pas juste des égratignures. Puis quand on a des réseaux sociaux fracturés, bien, ça amène différents contextes au niveau de la monoparentalité, au niveau de la violence, au niveau de l'accès limité à des soins, au niveau de différentes situations de vie complexes. Puis l'adoption d'habitudes de vie qui sont moins saines, là, bien, c'est pas juste un choix délibéré, c'est une façon d'essayer de s'adapter. Quand on le voit comme ça, il me semble que notre niveau d'empathie il est tout de suite un peu plus élevé. Puis les changements au niveau de la fonction immunitaire, quand je disais ça ne pousse pas dans les arbres que le monde qui sont pauvres sont plus malades, là, ben c'est parce que dans leur corps, leur fonction immunitaire est dérangée par ça. OK? Et puis ça va aller jusqu'à atteindre la fonction cardiovasculaire, causer du diabète, des maladies pulmonaires, mais aussi évidemment de la dépression. Fait que revenons à la santé mentale. La santé mentale, dans le fond, ben, tu peux avoir vous avez vu qu'il y a 2 axes. Donc, tu peux avoir une absence de troubles de santé mentale, mais dans cette absence de troubles de santé mentale-là, tu peux être quand même un parent dont la santé mentale va bien ou pas bien. OK? Et tu peux aussi avoir un diagnostic, mais être dans une période où tu vas pas bien ou une période où tu vas bien. Fait que c'est jamais aussi simple que de dire que la personne a là ou pas un trouble de santé mentale. Si on choisit de parler de ça avec elle, il faut essayer de savoir comment elle va. OK? Puis c'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi le tempérament. Le tempérament qui vient jouer sur la façon que l'enfant va être capable d'aller solliciter de la résilience dans son équilibre à lui. Puis, ben, si on a un enfant qui est pas du tout qui est pas du tout dérangé par un trait de tempérament d'évitement du danger, puis qui est plutôt smooth puis optimiste, puis que lui, ben, il n'a pas tant besoin de récompenses pour être bien, ben, c'est sûr qu'il va peut-être être moins bousculé dans sa structure par un parent qui a une faible disponibilité que l'autre qui est venu au monde avec un tempérament complètement différent. Donc, on trouvera une façon que ma présentation soit accessible, mais le tempérament, c'est complètement une autre composante qui est une couche qui s'ajoute au niveau de la santé mentale. Puis, ensuite de ça, oui, on est à 30 minutes, OK. Bon, ça, on a sauté ça. OK. Alors là, maintenant, on va parler d'une condition de santé mentale qui est parmi les plus fréquentes pour que vous repartiez avec des connaissances un petit peu plus détaillées sur celle-là, parce que vous avez compris que c'était impossible de parler de toute la gang. Donc, les problèmes affectifs en santé mentale, c'est en gros les problèmes d'anxiété et de dépression. On dit que c'est des troubles d'internalisation parce que c'est une détresse qui est tournée vers l'intérieur. C'est ça que ça veut dire internalisation. OK? Puis, on dit que cette détresse-là ben, est en partie héritable parce qu'il y a une composante biologique au niveau des neurotransmetteurs qui fait que dans certaines familles, il y a plus de dépression. Mais elle est aussi en grande partie liée à des facteurs environnementaux puis à des contextes de vie. Les facteurs de risque, je trouvais ça important de les nommer parce que ça fait un lien aussi avec ce que Dr Lemay a dit, d'avoir un tempérament inhibé, d'avoir vécu un parentage sévère ou surprotecteur, puis la présence de problèmes d'internalisation chez les parents eux-mêmes, c'est les 3 plus grands facteurs de risque pour vivre une situation d'anxiété ou de dépression. Donc, si au moment où on est dans notre offre de service, on a l'opportunité de soutenir les parents qui se trouvent dans l'une de ces situations-là, bien, on a une opportunité d'aider leurs enfants de manière préventive. Attends un petit peu, je suis à la bonne... Ouais.
Bon, donc, évidemment, dans les épisodes dépressifs à la période périnatale, il y a plusieurs tableaux possibles. On parle tout le temps, juste pour régler la question, on parle tout le temps juste de la dépression chez la mère. Mais vous avez compris qu'une dépression périnatale, pas sur une base hormonale, là, mais pourrait toucher l'autre conjoint aussi, OK? Puis que ça, c'est peut-être une chose qu'on échappe assez souvent. Mais si 12 % de la population présente un trouble de santé mentale, puis que 7,5 % présentent des épisodes d'anxiété ou de dépression, bien, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de papas là-dedans aussi, bien qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, la dépression, c'est pas la même chose qu'un baby blues, OK? Le baby blues, lui, il commence 3-4 jours après l'accouchement, des fois 2, puis il dure habituellement quelques jours à quelques semaines. Puis dans ça ressemble à un méga syndrome prémenstruel, OK? Donc, irritabilité, juste envie de brailler, crise de larmes, humeur labile, puis difficulté de sommeil dans certains cas, OK? Mais c'est quelque chose de passager, puis souvent la femme, elle va trouver qu'elle file comme si elle avait un gros syndrome prémenstruel. Mais le niveau de désespoir, de culpabilité, d'incapacité à dormir puis à manger, il ne sera pas le même que dans une dépression, OK? Dans la dépression, tu as la dépression anténatale qui survient durant la grossesse. La dépression anténatale, je veux juste que vous compreniez que si elle est diagnostiquée, il est préférable, de loin préférable, qu'elle soit prise en charge, soit par le biais d'une psychothérapie, soit par le biais d'une psychothérapie et de l'utilisation d'une médication. OK? Les médicaments en question, on parle de la famille des ISRS, là, je ne vous donnerai pas le détail, mais il y a une norme de la Société canadienne de pédiatrie qui dit que les femmes qui en ont besoin, c'est mieux qu'elles soient traitées que de se trouver dans un état de dépression anténatale parce qu'au niveau de la préparation à l'arrivée du bébé, puis au niveau de l'attachement au moment de la naissance, les conséquences sont beaucoup plus grandes si tu n'as pas été traité alors que tu présentais les caractéristiques. Donc, quand vous côtoyez les femmes en anténatal puis qu'il y a des indices, c'est important de ne pas abrier parce qu'il y a 50 % seulement des gens qui présentent des symptômes qui justifieraient une prise en charge qui sont orientés vers les bons services, incluant leur médecin de famille. Puis ensuite, il y a la dépression péripartum qui survient de la naissance jusqu'à 1 an de vie. OK? Donc, la dépression postpartum, elle touche 13 % de la population des femmes qui ont accouché. Évidemment, les impacts de la dépression sont très variables d'une personne à l'autre. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Donc, là, les symptômes de la dépression, je vais vous inviter, c'est très facile d'accès sur Internet, puis je vais vous inviter à tourner la feuille où est-ce que je vous avais expliqué le principe au niveau de la diversité, parce que je vous ai simplement mis, en fait, un exemple de l'échelle d'Édimbourg là, que j'ai imprimé avec l'autorisation de Psy Montréal. Ah oui? OK. Puis j'aimerais vous référer à cet outil-là parce que, dans le fond, ce sont des questions qui découlent des critères diagnostiques, puis ça va vous permettre de voir un peu comment vous pourriez formuler une question, même verbalement. Ça ne se fait pas vraiment de donner ce feuille-là à toutes les femmes que vous rencontrez en postpartum. Ça doit être amené dans un certain contexte parce que pas de lien thérapeutique ou pas d'alliance, la femme, elle ne vous dira probablement pas tout ce qu'elle vit. Pourquoi on parle en particulier de la dépression? C'est parce que là, on est toutes dans le 0,5 ans, donc le lien, c'est comme vraiment important que vous reteniez que peu importe le moment où le parent présente une dépression, ce tableau-là, il vient aussi de l'article de la Société canadienne de pédiatrie, mais ça va amener des conséquences. Puis quand le bébé est petit, ça amène des conséquences qui peuvent être quand même assez subtiles, dont plusieurs pourraient être observables parmi les 10 signaux d'alarme que je vous ai donnés tantôt. Puis à mesure que l'enfant vieillit, c'est tout son développement qui peut être impacté. Puis tantôt, quand on a parlé du syndrome de détachement, ça peut être parce que l'enfant dont la maman était déprimée, sa maman s'est comportée de manière très intrusive, puis l'enfant, il a comme tiré la plug pour avoir un peu la paix, là, OK? Donc, puis après ça, quand l'enfant vieillit, là, ça va être les difficultés au niveau de l'apprentissage, des difficultés au niveau du développement, puis des problèmes liés aux troubles déficitaires de l'attention. Fait que c'est ça. Donc, pour la suite... Alors, des interventions au niveau de la sécurité et de l'attachement.
Docteur Lemay vous en a parlé de plusieurs. Comme je suis un peu serrée dans le temps, je vais sauter celle-là. Mais en gros, tout ce que vous pouvez faire pour valoriser le parent dans ses réussites est très important. Puis pour augmenter sa sensibilité puis sa capacité à noter les signaux chez le bébé. Diminuer les perceptions négatives aussi qu'il peut avoir à son propre égard, c'est très important. Puis comme exemple, on pourrait dire exemple avec une maman qui ne se sent pas bien, mais qui veut beaucoup bien faire quand même. Des fois, ça fait comme une over façon d'agir, un peu trop surprotectrice ou un peu trop hyper stimulante. Dans ce temps-là, on va aider la maman juste à savourer le plaisir de regarder son bébé. Puis avec une maman qui est très repliée sur elle-même, bien, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être de l'aider à regarder, à maintenir le contact avec son bébé. Okay? C'est extrêmement sommaire comme idée, mais c'est juste pour vous mettre un peu sur la piste. Les interventions pour le trouble de l'humeur chez le parent doivent toujours avoir... Ça n'a pas marché? Oui, doivent toujours avoir préséance sur le traitement comportemental de l'enfant. Fait qu'à chaque fois que vous êtes face à un enfant qui semble présenter des besoins sur le plan de son comportement, si vous n'avez pas questionné adéquatement la santé mentale, bien, ça se peut que vous ne soyez pas en train d'agir sur la bonne chose, c'est-à-dire vous êtes peut-être en train d'agir sur la conséquence et non sur le vrai problème. Le soutien social est donc très important, le suivi psychoéducatif. La thérapie, parfois, va devenir familiale, parfois, ça va être de la pharmacothérapie. Chacun de vous avait des rôles différents par rapport à ça. Puis, toujours penser que lorsque l'enfant présente différents problèmes fonctionnels, ça peut être en lien avec l'humeur du parent. Il y a donc des interventions importantes pour prévenir les problèmes affectifs. Et parmi celles-ci, il y a la façon d'aider à réduire les comportements surprotecteurs, faciliter la gestion de la propre anxiété de la personne, puis trouver des stratégies pour aider les parents dont les enfants ont un profil inhibé. Toutes les fois que vous êtes capable d'observer ce que l'enfant est capable de faire en termes d'entrer en contact, d'imiter, de pointer, toutes les fois que vous êtes capable de voir la disponibilité du parent, ce sont des petites portes pour pouvoir intervenir. Évidemment, il y aura les enjeux autour de la maltraitance qui demeureront toujours importants à bien connaître. Sachez que chacun de vous ici qui est intervenant auprès des 0-5 ans avait l'obligation de signaler les situations que la loi de la protection de la jeunesse nous demande de signaler. Donc, je ne vous en ferai pas la liste, mais il s'agit d'une obligation, puis c'est toujours un peu compliqué parce que, en particulier à propos de la négligence, des fois, on peut avoir besoin juste de discuter avec un intervenant de la DPJ quand on voit vraiment des comportements de très grande manque de disponibilité. Donc, pourquoi il faut que vous agissiez? Pourquoi, comme région, on veut essayer de limiter les impacts? Bien, c'est parce qu'on est bien placé pour le faire. On est souvent les premières personnes vers lesquelles se retournent les parents. Attends un petit peu, là, je pense que je l'ai sauté une. Ouais. On est souvent aussi les gens qui ont une relation de confiance avec eux, puis on est en mesure de voir les signes et symptômes qu'ils présentent. L'American Academy de pédiatrie a une section au complet sur la santé mentale des parents. Ça veut dire que c'est pas vrai que c'est juste ceux qui s'occupent de santé mentale adulte qui peuvent s'occuper de ça. Puis, il me reste une minute. OK. Alors, je vais vous sauter un petit peu cette liste-là de suggestions, mais si vous allez sur American Academy of Pediatrics puis vous écrivez santé mentale, vous allez en avoir pour des jours et des jours à lire toute la documentation qu'il y a là. En gros, toutes les actions préventives normalement recommandées pour les autres indications sont efficaces aussi au niveau de la santé mentale. Donc, tout ce qui touche les centres de la petite enfance, le fait d'agir au niveau du revenu des gens, le fait d'avoir des actions cohérentes, c'est toutes des choses qui sont très importantes. Je ne vais pas vous laisser sans avoir pris le temps de vous parler d'un truc mémotechnique que je trouve bien utile pour retenir un peu comment aborder les choses avec les gens. Ça, c'est un acronyme que je pense qu'il est facile à retenir, hein, parce que HELP, c'est quand même assez relié à nos enjeux. Alors, je vous ai proposé une petite traduction pour le premier H, parce que HOPE, je n'ai pas trouvé quelque chose en français qui commence par H. Donc, on parle d'aller vers le haut, on parle d'avoir un espoir vers le haut. Le E pour empathie, le L pour langage et loyauté, le P pour permission, partenariat et plan. Qu'est-ce que je veux dire au juste? Donc, ça, c'est une suggestion de l'American Academy of Pediatrics pour l'intervention brève. C'est quoi l'intervention brève? Bien, c'est, mettons, que le parent, il vient de vous dire, là, ça fait 2 mois que je n'ai pas dormi, je ne suis plus capable de penser dans ma tête. OK? Ça se peut, un parent qui dit ça. OK? Bien, nous, là, on a la job de ne pas laisser cette balle tomber comme ça. OK? Donc, si on choisit de parler, bien, la première chose à savoir, c'est que le parent n'a pas envie de voir une face inquiète devant lui. OK? Donc, quand on est face à cette situation-là, dans la phrase qu'on va choisir de dire, c'est important de dire, bien, regarde, je vais être là pour toi. Puis,
On va regarder des solutions, je pense qu'on peut en trouver, OK? Peu importe la phrase qui précède, on doit ajouter la petite notion, écoute, d'autres parents sont passés par là, j'en ai connu certains, je pense qu'on peut regarder ensemble et qu'on peut trouver des solutions qui vont t'aider à aller mieux, OK? Si on n'est pas cette personne-là, bon, je pense que je sais avec qui on pourrait parler de tout ça, OK? L'empathie, Dr. Lemay en a déjà parlé ce matin, le fait d'écouter attentivement, avec sincérité, d'être vraiment au diapason de soi-même. Et le niveau de langage, toujours utiliser un niveau de langage que la famille est en mesure de comprendre puis qui fait du sens pour lui. Puis ensuite, au niveau de la loyauté, bien, ça veut juste dire d'exprimer son support puis le réel désir d'engagement. On a déjà parlé à quel point c'est important d'être vraiment un partenaire autour de l'enfant. Pour ce qui est de la suite, bien, attendez un petit peu. La question de la permission, souvent les gens restent surpris de ça. La permission, ça veut juste dire que quand on ne sait pas trop si le parent il va avoir envie de nous parler de ça parce qu'initialement, il ne venait pas pour ça, on va carrément lui demander la permission. Écoute, Manon, tu viens de m'expliquer que ça n'allait pas très bien de réussir à aller prendre ta douche, puis s'occuper des enfants, puis trouver 2 minutes pour toi. Est-ce que tu me permets de te poser quelques questions pour mieux comprendre ta situation? Okay? Me permets-tu de te poser des questions? Me permets-tu de te demander de m'expliquer un petit peu ça date de quand, puis comment ça s'est produit tout ça? Qui t'aide présentement? Donc, demander la permission de prendre des informations de plus. Souvent, ça va diminuer beaucoup les résistances, puis les gens vont s'ouvrir plus facilement. La notion de partenariat, l'autre P, donc d'identifier, puis d'identifier clairement que, bien, moi, je peux t'aider dans une partie de cette difficulté-là, puis je pense qu'on peut peut-être aller se trouver d'autres alliés pour t'aider pour le petit bout que je ne peux pas t'aider. Et le plan, ça veut dire, quand on est en intervention minimale, parce qu'on a eu une porte d'ouverte puis on ne veut pas la laisser tomber, ça veut dire de jamais laisser repartir le parent sans avoir soit un petit plan qu'on s'est fait, qu'on allait se reparler telle date, tel moment avec telle personne, ou au moins un premier pas que la famille peut faire, qui peut être soit une lecture, soit d'appeler quelqu'un de son réseau de support. Donc, en conclusion, dans une équipe de parents, il y a toujours 2 parents, et puis c'est peut-être plate de le répéter, mais quand on les a les 2 devant nous, ben c'est le fun de s'adresser aux 2. C'est important d'essayer de pondérer notre contact oculaire puis d'être là pour les 2. Ensuite de ça, bien, toujours s'informer du vécu du parent parce que, comme vous l'avez compris, seulement 50% des gens consultent pour leurs défis de santé mentale et la très grande majorité ne vous divulgueront pas ça s'il n'y a pas une raison de le faire. Se souvenir de l'explication autour du stress toxique, que tu sais, c'est pas pauvreté égale maladie chronique, là. Il y a une série de choses qui se passent entre tout ça, qui peuvent aider notre compréhension, aider la compréhension des acteurs autour de nous. Puis, bien, le truc HELP pour vous aider dans vos interventions individuelles à aborder un sujet qui est plus difficile. Voilà. Restez avec moi. Merci beaucoup. J'ai du micro? Oui. Merci beaucoup, Dr. Bélanger. C'est très riche, c'est plein. Je sais qu'on a la tête pleine. Donc, avant d'amorcer la période de questions, je vous invite à faire un petit dépôt avec votre voisin de gauche de tout ce que vous avez retenu. Donc, vous vous tournez vers votre voisin de gauche. Je vous donne 3 minutes et vous partagez avec ce voisin-là qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous reste, c'est quoi vos questions, puis ensuite, on va amorcer une période de questions avec Dr. Bélanger. Merci. Alors, profitons du temps que nous avons avec Dr. Bélanger pour entendre vos questions. Votre 3 minutes de synthèse de vos réflexions, ce qui vous a marqué, ce qui vous a étonné de sa présentation est terminé. Je vais reprendre votre attention. Je le sais que c'est intéressant de parler avec son voisin de gauche. Vous avez plein de choses à vous dire. J'ai vu des gens qui ont revendiqué leur droit de réfléchir debout. Vous avez bien fait. Ça fait du bien de bouger. N'hésitez pas. Alors, manifestez-vous. On a le temps de prendre quelques questions. Levez la main. Il y a des gens dans la salle. Annick se déplace avec un micro pour pouvoir vous entendre. Il y a plein de belles pistes qui nous ont été lancées. Quelles sont vos questions? Annick, j'ai quelqu'un ici en avant. Merci. Je vais vous inviter à vous nommer, s'il vous plaît. On vous écoute. Merci. Oui, alors, on se connaît bien, Lise, Gabrielle Vermette.
Est-ce que tu pourrais aborder un peu le fait, tu as abordé l'épigénétique, là, effectivement, comment les hormones de stress pouvaient, si c'était chronique et vraiment très majeur, comment ça pouvait influencer la génétique. Est-ce qu'il n'y a pas un certain potentiel de réversibilité là, de ça aussi, dans le sens que, est-ce que les interventions qu'on pourrait faire ne pourraient pas avoir un impact positif? Pourrais-tu rassurer là-dessus? Oui, merci beaucoup pour ta question, Gabrielle. C'est tout à fait à propos. Vous savez, cette présentation-là, elle dure 1h30. J'ai élagué le 3/4, puis c'est pas encore assez. Donc, oui, tu as raison, Gabrielle. Dans le fond, je répète ce que c'est l'épigénétique. Là, dans le fond, l'épigénétique, c'est que certaines zones des chromosomes ont des gènes, ils restent là, les gènes, mais lorsqu'ils sont influencés par des taux élevés de cortisol puis d'adrénaline, ils n'expriment pas mettons, les messages qui devraient dire, exemple, aux neurones de se connecter, à telle cellule de se développer, OK? Donc ça survient dans des conditions où le cortisol, l'adrénaline est élevé. Puis si, parce qu'on modifie des choses au niveau de l'environnement, entre autres, exemple par des interventions en sécurité alimentaire, par l'amélioration du revenu qui donne accès à un contexte de vie qui est plus favorable, ben oui, c'est en partie réversible. Puis, on ne sait jamais combien, parce qu'il y a tout le temps beaucoup de facteurs liés à la résilience qui interviennent en même temps. Puis, il y a tous les enjeux au niveau du tempérament de la personne aussi qui interviennent versus le fit avec le tempérament du parent aussi. Puis, il faut savoir qu'en plus d'être quand même un phénomène important, qui est en partie réversible, bien, il est malheureusement aussi transmissible. Donc, quand un gène a perdu sa fonction ou qu'il l'exécute différemment, bien, cette particularité-là se transmet de génération en génération. Donc, c'est important d'agir le plus en amont possible. C'était une excellente question. Oui, Annick? My God! Bien, je me suis permis de rajouter une slide là parce que je trouvais que c'était important. Comme vous le savez, quand il y a une intervention à faire, souvent le problème, c'est qu'il y a d'autres mondes proches autour, puis qu'il y a d'autres interventions qui doivent avoir lieu tout de suite après parce que les gens ont un rendez-vous tout de suite après. Donc, des fois, on sait qu'on a suffisamment d'indices pour s'inquiéter, mais on n'a pas de fenêtre d'opportunité pour parler. Bien, ça se fait de dire, écoutez, ce que vous m'avez mentionné, ça me touche, puis ça me préoccupe un peu. J'aimerais ça qu'on se planifie un temps pour en reparler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou je vous propose une petite rencontre, telle date, telle heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis quand c'est vraiment la lumière rouge qui est allumée parce que le parent vient carrément de dire que ça fait 3 fois qu'il fait son enfant parce qu'il n'en peut plus, bien ça ne peut pas attendre. T'sais. Fait que ça, faut tout arrêter, puis il faut donner la priorité à ça. Donc, puis, quand on a un lien thérapeutique, c'est pas permis de l'aborder avec le parent. Que ce geste-là que tu me dis que tu as eu l'impulsion de faire, comment tu t'es senti quand tu as fait ça? Souvent, le parent, il va dire pas bien du tout, puis je regrette, puis j'ai de la peine. Bien, écoute, tu sais, je pense que tu as raison, c'est vrai que c'est important qu'on adresse ça. Me permets-tu qu'on prenne un peu de temps pour ça? OK? Donc, certaines choses ne peuvent pas attendre parce que le stress toxique vient dans la vie des enfants de cette manière-là, quand on laisse passer, puis que ça attend et que ça se répète et que ça se répète. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que ma présentation était trop de base, mais si vous repartez avec ces indices-là puis que ça ne répond pas bien à vos questions, je demeure médecin conseil à santé publique. Fait que ça me ferait plaisir que vous m'appeliez pour me poser vos questions plus détaillées. Et vous aurez l'opportunité de dire de quels détails vous auriez aimé entendre parler davantage, parce que moi, j'avais des diapos sur le TDAH chez les parents. C'est vraiment très fréquent, ça modifie la disponibilité. J'en avais sur les troubles de personnalité limite. Je sais que vous rencontrez souvent des situations où vous ne le savez pas trop si le parent sait qu'il y a ce diagnostic-là. Donc, ce sera pour une prochaine fois ou un autre moyen de communication. Merci. Merci beaucoup.